Bonjour et bienvenue sur Radio Césaire, la radio même pour les têtes en l'air. Bonjour Anaïs. Bonjour Nila. Aujourd'hui, nouveau principe, nouveau concept. Une série, la première série radio qui met à l'honneur, sous les projecteurs, nos professeurs. Bienvenue dans la vie secrète des profs. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Hamon. Bonjour Monsieur Hamon. Bonjour. Donc nous allons vous poser quelques petites questions, donc certaines questions classiques et certaines questions visées. Donc pour commencer, comment s'est passé votre premier jour en tant que professeur ? Alors, j'ai eu plusieurs expériences de professeur. J'ai commencé pour la première fois quand j'étais en Irlande, quand j'étais assistant, donc j'avais 20 ans. Là, c'était vraiment ma première expérience avec l'enseignement. Et donc, c'était un public qui était différent. C'était une école qui était très rurale, dans la campagne irlandaise, à 30 km de la ville la plus proche. C'était une école religieuse en plus. Donc, il y avait des prêtres et des bonnes sœurs dans le staff. C'était assez particulier. Après, assez vite, j'ai trouvé que je m'entendais bien avec les élèves. C'est ça le ressenti que j'ai eu. Et l'expérience que j'ai eue, c'est que je m'amusais bien avec les élèves en classe. Mais je ne me destinais pas du tout à être prof à l'époque. Je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire. Mais ce premier jour, cette première expérience, c'était là. Alors, ma première expérience en France, elle était assez différente parce que c'était plus tard. Et là, je savais que c'était ça que je voulais faire du coup. Donc, c'était assez différent. Mais comment vous vous êtes retrouvé en Irlande dans un établissement perdu ? En fait, pendant nos études de langue étrangère, on nous encourage assez fortement à partir pendant 1 an à l'étranger. Il y a plusieurs programmes qui sont mis en place. Il y avait beaucoup de partenariats avec la Grande-Bretagne. Je ne sais pas s'ils sont maintenus, puisque maintenant, avec le Brexit, ça doit être différent. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui partaient en Grande-Bretagne, très très peu aux États-Unis ou dans les autres pays, et très très peu en Irlande. Mais moi, je savais que je voulais aller en Irlande. Je ne savais pas exactement pourquoi, mais je savais que je voulais y aller. Donc, je me suis posé là avec mes enseignants en me disant moi, de toute façon, j'irai en Irlande. Ils disaient non, mais postulez aussi en Grande-Bretagne parce qu'il y a très peu de places. Je dis non. Moi, je postule pour aller en Irlande parce que c'est là que je vais aller. Et donc, j'ai saisi cette opportunité-là et du coup, je me suis battu pour avoir la place et je l'ai eu. On avait très peu. Il y en a genre 1 ou 2 par université qui partaient. Donc, et du coup, après, on est répartis un peu au hasard dans le pays et je me suis retrouvé dans cette école paumée, au milieu de nulle part, avec des moutons à droite et des moutons à gauche. C'était très mignon, très typique. Ça devait être charmant. Si professeur n'était pas à chaussures à votre pied, quelle voie auriez-vous pris ? Quand j'avais votre âge, je voulais être psy. Psychiatre d'abord, et puis après je me suis rendu compte que les hôpitaux quand même ça me plaisait pas du tout, donc après je me suis dit peut-être psychologue. Alors, j'étais en S en première, donc j'étais en spécialité scientifique, je faisais des maths, de la physique, chimie, de la SVT au secours, et du coup je me suis demandé si je vais pas redoubler ma première pour passer en littéraire, pour aller ensuite en psycho, et puis en fait au fur et à mesure, je me suis rendu compte quand même que j'aimais vraiment beaucoup faire de l'anglais. En plus, j'ai découvert de plus en plus de littérature en anglais à cette époque-là. J'ai commencé à lire Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, je me suis dit non, mais en fait, c'est l'anglais que je veux faire. Donc, je suis allé en fac d'anglais. Voilà. Si vous avez un projet, quel est le projet le plus fou que vous avez actuellement ? Ce serait de me faire publier un roman en anglais. Moi, j'écris en anglais depuis 3 ans maintenant. J'écrivais en anglais quand j'étais à la fac déjà, mais j'avais arrêté. Et là, j'ai repris récemment et je m'amuse beaucoup. Et j'ai des très bons retours de ce qu'on appelle des bêta-lecteurs, mes lecteurs tests, qui sont anglophones, qui parlent pas un mot de français et qui lisent mes textes et qui ne savent pas, secret mystère, pour certains, que je suis français, que c'est pas du tout ma langue natale, l'anglais. Et du coup, mon rêve fou, c'est ça, c'est d'obtenir un contrat de publication à l'étranger, en anglais. Quel est l'élève qui vous a le plus marqué ? Alors, j'en ai un positif et un négatif. Alors, je vais commencer par le négatif. Alors, c'est une expérience qui est vraiment sordide. J'avais un de mes élèves quand j'étais enseignant dans le 93 à Paris, donc dans la banlieue nord parisienne, dans un lycée qui, ma
ma foi, était très correct, le lycée, mais on avait quand même des élèves qui venaient d'un peu partout en termes de background socio-professionnel. Et j'ai eu un gamin qui était proxénète. Voilà. Quand il finissait le bahut, il faisait sa tournée, il allait récupérer ses filles qui faisaient la rue, quoi, qui faisaient le trottoir. Enfin, c'était horrible d'imaginer que cet élève qui était dans ma classe, qui venait, qui participait, qui lisait mes textes, et le soir, ce qu'il était, c'était un criminel, et en plus la pire engeance de criminels qui existe à mes yeux, ceux qui font commerce des plus faibles et des minorités, des femmes. Ça me rendait malade d'y penser. J'ai eu une conversation avec lui. C'est quelqu'un qui avait son père était mort en prison, son frère était en prison. Il voulait engranger de l'argent avant d'aller en prison, le maximum d'argent possible, pour que sa mère soit à l'abri, en gros. Mais il venait quand même faire ses études, parce qu'il voulait avoir son bac avant d'aller en prison. En gros, c'était un peu ça l'idée. C'était tellement sordide. Quand j'ai fini cette conversation avec lui, j'étais vidé de mon énergie. J'avais qu'une envie, c'était pleurer, quoi. Donc ça, c'est un élève c'est une situation qui m'a fortement marqué. Après, j'ai eu la situation inverse, c'est-à-dire que j'ai eu une élève en seconde il y a des années. C'est ma première année dans ce lycée, le lycée Jeune de la Croix à Drancy. Une élève que j'ai eue en seconde et juste, elle explosait dans la classe. C'était un petit soleil qui venait d'une famille horrible, qui l'étouffait à tous les niveaux. Un père alcoolo, un des grands frères qui lui prenait, qui la fliquait sur tout. Et l'école, c'était son échappatoire. Et c'était une élève qui était tellement magnifique en classe de curiosité que voilà, c'était un plaisir de l'avoir en classe. En terminale, elle est arrivée en terminale et qu'on a fait la répartition, j'ai fait moi je m'en fiche, mais je prends cette classe de terminale. Vous prenez ce que vous voulez, moi je m'en fiche. Après vous me donnez les restes, mais je prends cette classe de terminale. Je voulais avoir dans ma classe avant qu'elle ait son bac. Et quand elle a eu son bac, après c'est devenu une pote à moi et on a sympathisé. Elle connaît mes gosses, elle connaît ma femme. Et c'est la seule fois de ma carrière où ça m'est arrivé. Et voilà, c'est des super souvenirs. Et même à la fin de l'année, c'était presque difficile de faire style qu'on n'était pas déjà potes et qu'on était encore prof élève. C'était très très difficile. Si vous deviez choisir entre LLC ou AMC, qu'est-ce que vous auriez appris? LLC tout de suite, sans aucune hésitation. Alors j'ai enseigné à AMC en terminale l'année dernière. C'était très intéressant et j'ai aucun problème avec. Mais LLC, c'est ma voie. Clairement, je trouve que la littérature, l'art, c'est des éléments les plus magiques de notre humanité, beaucoup plus que la politique et le monde contemporain. Le monde contemporain m'attriste, la littérature me réjouit. Donc du coup, évidemment, le choix est très très vite fait. Quel est votre livre préféré? Alors j'aime beaucoup lire, j'en ai beaucoup que j'adore. Mon livre préféré, c'est sans doute Le Seigneur des Anneaux, je pense. Ça va être ma référence de base. C'est le livre que j'ai lu le plus de fois. J'ai dû lire une dizaine de fois en tout. J'ai commencé quand j'avais 18 ans et puis je l'ai lu à une époque, je le lisais tous les ans. Et voilà, c'était extrêmement formateur. Ça m'a beaucoup aussi orienté ce que j'ai lu après en termes de recherche. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mes études, j'ai fait beaucoup de recherches sur les sagas nordiques, les sagas irlandaises. Et c'est le Seigneur des Anneaux qui m'y a amené parce que ce sont les éléments fondateurs de la littérature de Tolkien. Tolkien, c'est un médiéviste avant tout. Il a fait des recherches sur des textes comme Beowulf, sur les sagas, etc. Et voilà, ça m'a orienté en termes de professionnel aussi. Donc c'est le livre qui a été le plus formateur pour moi, c'est celui-là. Et le deuxième, peut-être? Alors, il y en a plusieurs, mais ouais, je vais citer quand même Phil Pullman, His Dark Materials. Alors c'est À la croisée des mondes, en français, ça s'appelle. C'est des romans jeunesse qui sont absolument magnifiques et qui me touchent beaucoup. Et je pleure beaucoup à la fin du 3e tome, toujours. D'ailleurs, il a été adapté en série récemment et la 3e saison vient de sortir, donc c'est fini. Et j'ai regardé le dernier épisode, c'était samedi soir, je crois, et j'ai tellement pleuré. Je ne savais plus quoi faire de moi-même, c'était horrible. Donc regardez, lisez les livres, et sinon regardez l'adaptation en série, elle est très bien, et vous allez pleurer beaucoup à la fin. Justement, quelle est votre série ou série animée préférée? Moi, j'ai vraiment adoré les séries des créateurs qui ont fait The Wire et Treme. Pour moi, c'est les meilleurs créateurs, parmi les meilleurs créateurs qu'on a à Hollywood en termes de séries. The Wire, donc ça se passe à Baltimore, c'est une série policière. Et Treme, c'est une série qui regarde
la Nouvelle-Orléans post-Katrina, après la destruction de la ville par l'ouragan. Alors les élèves qui m'ont eu en classe reconnaîtront évidemment tous ces documents puisque je m'en sers, je m'en sers en classe parce que pour moi, je trouve ça tellement important de parler de ce qui nous passionne et je trouve qu'on est plus à même de mieux captiver l'attention des élèves si on parle de choses qui nous passionnent. Donc voilà, c'est mes séries préférées. Je pense que c'est là notamment Tremé, je pense parce que voilà, c'est une série qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer, qui est vraiment très intense, très bien jouée, très bien menée du début à la fin. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de mauvaise saison, il n'y a que du bon. Maintenant, quelle a été la pire copie que vous avez jamais reçue? Alors, la pire copie que j'ai jamais reçue, c'était en Irlande. C'était quand j'enseignais à la fac, j'étais thésard, j'étais doctorant à University College Dublin, donc à Dublin, une des 2 universités irlandaises. Et donc, quand on est doctorant, on fait du tutorat aussi. Donc, on prend les élèves de première année, deuxième année, et on leur fait des cours. Et il y a des élèves irlandais qui débarquaient à la fac, mais comme des touristes, comme j'ai jamais vu ailleurs, ce qui est marrant, parce que c'est payant, en plus, ça leur coûte une fortune, mais ils y vont en mode touriste absolu. Et du coup, ils m'ont rendu des copies des fois, mais risibles. Je riais devant mes copies, c'était tellement mauvais. Mais en plus, la langue était catastrophique, c'est des gens qui ne savaient pas écrire l'anglais. Et en plus, c'était le contenu abominable. Il n'y avait pas un argument. Et j'ai mis F-, et tous mes collègues disent non, tu ne peux pas mettre ça. Je dis si, regarde-moi. Et j'ai mis F-, c'était catastrophique. Quelle a été la première impression que vous avez eue sur nous? Alors quand je suis arrivé au lycée la première fois, d'abord je dis c'est loin. Après j'ai arrivé le bâtiment et je fais c'est beau, parce que mon ancien bahut s'effondrait quand on appuyait sur il y avait un bâtiment préfabriqué dans la cour, les toilettes tombaient, quand on poussait la cloison des toilettes, elles tombaient, donc il fallait faire attention. Donc je suis arrivé ici, c'était drôlement propre, clean, il y avait des rideaux qui fonctionnaient, il y avait des ordinateurs, c'était incroyable, donc je trouvais ça super. Et quand je suis arrivé dans ma classe, après j'ai fait ouh, voilà, ils sont tous blancs. Alors ça m'a beaucoup surpris. J'étais pas du tout habitué, j'étais habitué à beaucoup plus de mixité. Alors je suis un fervent défenseur de la mixité. Je trouve ça, j'aimerais que la mixité s'égalise dans le pays plus qu'elle ne l'est, qu'elle est tellement concentrée. Je pense que c'est sain pour personne, ni pour les uns ni pour les autres. Donc c'est ça aussi qui m'a choqué. Mais après, assez vite, je me suis rendu compte que même si c'était différent, des élèves, c'est des élèves, et que j'allais m'éclater ici comme je me suis éclaté dans mon ancien lycée. Et ça a été le cas. Mais sur nous aussi. L'impression que vous avez eue en nous voyant la première fois. Alors vous, Nila et Anaïs ou Oui. Alors déjà, la première fois que je vous ai vu, c'était masqué. Donc ça, c'est un très mauvais souvenir pour moi d'avoir vu mes élèves masqués. Ça m'a vraiment fendu le cœur pendant des années. C'était assez horrible. Donc là, je suis ravi que nous n'ayons plus de masque, que nous puissions voir à quoi nous ressemblions. C'est formidable. Et oui, alors donc, c'était il y a 3 ans maintenant, parce que je vous avais en seconde, et c'est assez flou. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai dû quand même flasher sur tes vêtements, Nila, parce que c'est quand même formidable à voir. Et je me souviens avoir essayé de tirer Anaïs vers le haut, parce que la confiance en elle en anglais, c'était vraiment compliqué. Donc c'est le souvenir que j'ai, c'est voilà, de voir Anaïs te dire non mais moi je suis nul en anglais monsieur, c'est pas la peine, faut passer à la personne suivante s'il vous plaît. Mais bon, j'ai l'impression que ce n'est pas ce que j'ai fait, et que j'ai essayé de te tirer jusqu'au bout de l'année. Ça se passe bien. Bah, j'espère au moins que ça t'a aidé, Anaïs. Oui. Ah, t'es mieux en anglais, non? Oui, un peu. Quel est votre jeu de société préféré? Alors moi j'aime beaucoup les jeux de société, j'y joue beaucoup. Alors est-ce qu'on considère le jeu de rôle comme un jeu de société? Ça c'est une autre grande débat. Si on considère que c'est un jeu de société, alors mon jeu préféré c'est le jeu de rôle. Je fais énormément de jeux de rôle, j'en écris, j'en publie, j'en maîtrise beaucoup, au moins une fois toutes les 2 semaines. J'en fais faire en cours à mes élèves parce que je pense que c'est aussi très formateur. Et donc si on prend le jeu de rôle comme un jeu de société, je dirais que c'est ça mon préféré. Sinon, en jeu de société type jeu de plateau, il y a beaucoup de jeux que j'aime bien. J'ai une assez bonne ludothèque à la maison. J'adore Thunderstone, j'ai joué à Carcassonne. Carcassonne c'est chouette, c'est plus connu, mais c'est très très chouette. J'aime jouer à Puerto Rico, un classique allemand. J'aime jouer à Agricola. Il y a plein de jeux que j'aime beaucoup. Descent,
Bataille de Westeros. Bataille de Westeros, c'est extraordinaire. Mais ça se joue qu'à 2 et ça prend 3 heures. Alors il faut avoir de l'estomac. Donc ce serait difficile d'élire le meilleur jeu de société, entre autres. Oui, j'en ai pas mal et je l'ai fait tourner quand même beaucoup. Ah oui, d'accord. Sinon, quelle a été la pire bêtise que vous avez jamais faite? La pire bêtise que j'ai jamais faite en tant que prof, c'était l'année où j'ai passé la grecque, j'étais sous l'eau, j'avais 2 enfants en bas âge, j'essayais de tout faire en même temps, j'avais un poste à temps plein et j'ai envoyé des élèves au bac avec la mauvaise liste de documents et elle n'était pas bien formatée comme il fallait et du coup les examinateurs l'ont refusé. Ils n'ont pas laissé mes élèves présenter leurs documents. Ils leur ont filé les documents par défaut, là, le truc qui n'arrive jamais et dont on ne va jamais se servir. Et on dit voilà, débrouille-toi, vas-y, fais ça. C'est la faute de ton prof, tiens, prends ça. Et quand je m'en suis rendu compte, j'avais 2-3 élèves qui étaient passés, je crois, qui étaient effondrés. Et donc il a fallu que je rattrape le tir avec je convoquais toute la classe, alors que les cours étaient terminés. J'ai convoqué toute la classe pour refaire toute leur liste pour que ce soit fait comme il fallait. Je me suis excusé platement auprès des parents, j'ai appelé l'académie, j'ai appelé le rectorat, j'ai appelé tout le monde pour essayer de remettre en place des oraux. Alors du coup, les élèves ont été notés de façon bienveillante, on va dire, par les examinateurs. J'en avais une notamment qui essayait de viser Sciences Po et qui était effondrée. J'ai raté Sciences Po à cause de ça. J'ai eu la mère au téléphone en train de m'excuser platement pendant une demi-heure. C'était entièrement de ma faute. Je me suis laissé je me suis reposé sur mes lauriers. Je pensais que ça n'avait pas bougé et en fait, ça avait bougé en gros. Et je m'en suis énormément voulu, ça m'a fait beaucoup de mal, mais après en fait cet élève qui visait Sciences Po, en fait, elle a eu 18 sur 20. Donc ça s'est pas trop mal goupillé, mais au moment j'étais effondré. C'était horrible comme sentiment. Après, maintenant, ça va mieux et puis il faut apprendre de ses erreurs. Exactement, donc maintenant je fais très attention à comment j'envoie mes élèves aux examens. Quel était votre meilleur souvenir d'enfance? Meilleur souvenir d'enfance, quand j'étais petit, j'avais mon oncle qui habite dans la maison d'à côté et je ne peux pas le saquer, mais par contre ses enfants étaient super et du coup ils venaient tout le temps chez moi et donc on a pu grandir ensemble et moi c'est ce souvenir-là d'aller chez l'un chez l'autre, d'aller se balader dans la forêt, de construire des jeux ensemble et je trouve que ça a vraiment construit mon expérience de la vie et était très formateur dans l'adulte que je suis devenu après. Quelle a été la pire question ou phrase que l'on vous ait dit? Qu'est-ce que j'ai eu dans mon premier poste en France? J'étais contractuel. Il y a une élève qui a demandé mais non, je ne vais pas vous demander ça. Bah, si, vas-y. Bah, en fait, les gens en Australie, ils sont à l'envers ou pas? et du coup, dans ces moments-là, on se sent un peu abandonné. Non. Et voilà, on les envoie vers un prof de physique qui va leur expliquer la gravité, mais c'est assez désarmant. C'est vrai que ça a dû être perturbant sur le moment. J'imagine bien la scène. Que faites-vous lors de votre temps libre? Alors, comme j'ai dit, je fais pas mal de jeux de rôle, j'écris beaucoup. Mais j'écris notamment dans le train. Surtout, j'aime bien écrire dans le train. Donc sinon, chez moi, je fais pas mal de jeux vidéo. J'aime beaucoup les RPG, surtout les RPG. Notamment le nouveau Fire Emblem là, qui arrive dans 4 jours, je l'attends impatiemment. Donc ça, j'y passe pas mal de temps. Et sinon, je fais la cuisine. Je fais beaucoup de cuisine. J'aime beaucoup ça aussi. C'est important de bien manger. Et j'aime bien manger. Donc, je préfère faire à manger. Si je laisse quelqu'un d'autre chez moi faire à manger, on va pas bien manger. Donc, c'est moi qui fais, comme ça on mange bien. Et, quel a été le jeu que vous avez le plus aimé, le jeu vidéo Alors j'ai passé énormément de temps sur Final Fantasy VII par exemple quand j'étais adolescent, c'était à l'époque où il est sorti, alors j'y ai passé des heures et des heures carrées. Sinon j'aime la série Fire Emblem, j'ai joué à tous ceux qui sont sortis en Occident, je les ai tous faits et voilà sur Three Houses par exemple, celui qui est sorti sur la Switch en 2019, j'ai passé 500 heures je crois. Je l'ai fini 5 fois, je suis en train de finir une dernière fois là, avant que le nouveau sorte là, à la difficulté maximum là, c'est pas mal.
C'est beaucoup d'heures passées sur les jeux vidéo. C'est mieux que corriger des copies. J'avoue. C'est vrai que ça doit être plus satisfaisant. Il faudrait faire un jeu pour pouvoir corriger les copies. Ce serait beaucoup plus drôle. Il faut trouver le positif dans corriger les copies. Je pense que la meilleure façon de trouver du positif et que ce soit amusant de corriger les copies, c'est d'avoir tellement bousculé les élèves, de voir jusqu'où on a réussi à les pousser. En gros, c'est un peu ça ma méthode. Quel est votre voyage de rêve? Alors, j'aimerais beaucoup aller au Japon. J'ai une amie qui a vécu pendant longtemps, donc ce que j'aimerais, c'est aller au Japon avec elle, pour qu'elle me montre, elle, les endroits qu'elle a aimés. Elle connaît très bien le pays, donc ce serait ça un peu mon voyage de rêve, ce serait d'aller avec elle au Japon pour qu'elle me montre vraiment le pays de l'intérieur, quoi, parce que je trouve que c'est important de découvrir, d'avoir un regard intérieur quand on va dans un pays. Ça permet de vraiment découvrir le pays de façon plus vraie. C'est vrai que c'est un beau pays, le Japon, et c'est encore mieux d'avoir un traducteur avec soi. Alors, je parle un petit peu japonais, mais c'est très rouillé mon japonais, donc il faudrait que je m'y remette sérieusement. Mais après, il me reste pas mal de grammaire et tout, donc je pense que si jamais j'avais ce voyage qui était prévu, je me remettrais un peu, et en arrivant là-bas, je pourrais baragouiner, je me retrouverais un peu. C'est vrai que c'est mieux d'arriver dans un pays en parlant la langue plutôt que d'arriver dans le pays de ne pas savoir parler la langue. Donc, comme moi en Espagne cet été, par exemple, ça risque d'être compliqué. Je ne pourrais pas t'aider. Si vous deviez choisir entre deux artistes, préférez-vous Margaret Atwood ou Florence Plus de Machine? Ça, c'est méchant. Nous sommes sadiques. Mais ça me montre que tu me connais très bien. Alors, j'aime beaucoup les deux, évidemment, je suis un énorme fan des deux, mais je pense qu'elles ont toutes les deux des choses très différentes à apporter en termes de féminisme, notamment. Margaret Atwood est d'une plus vieille génération, elle a posé des bases, des piliers qui sont vraiment très, très importants et dont on doit vraiment s'inspirer. Après, dernièrement, plus récemment, je la trouve moins active et moins pertinente. Je pense qu'elle a un peu perdu le pied par rapport à ce qui se passe de nos jours. Et du coup, pour moi, Florence and the Machine, c'est un peu une remise à jour du féminisme de Margaret Atwood des premiers jours. Et du coup, ça permet d'aller de l'avant, quoi, davantage. Donc, je pense que les deux sont importants, mais que le féminisme de Florence and the Machine est plus actuel et donc beaucoup plus inspirant aussi d'une certaine façon. Quelle est la meilleure dédicace que vous avez eue? Alors, la meilleure dédicace que j'ai eue, alors c'est pas forcément la meilleure. J'en ai eu des très drôles d'auteurs que je connais. Et du coup, je les ai forcés à faire des trucs débiles. Genre, un écrivain, je lui ai fait dessiner un personnage alors qu'il ne s'est pas dessiné du tout. Il m'a dit, mais t'es fou, je ne veux pas faire ça. Et il l'a fait quand même, et je la garde précieusement, elle est très drôle. Mais celle la plus importante que j'ai eu une dédicace de Philip Pullman sur mon gros volume de His Dark Materials. Et du coup, j'ai pu le voir et lui demander, parce que c'est un bouquin qui parle de partir en rébellion contre l'Église et contre Dieu. C'est une rébellion qui se crée pour aller tuer Dieu. C'est quand même pas rien niveau charge morale. Et du coup, je lui ai demandé s'il avait eu des ennuis avec l'Église, s'il s'était fait menacer ou intimider. Et il m'a dit que non, mais qu'il pensait que, par contre, Hollywood, en l'adaptant, allait en avoir. Et je ne sais pas si ça s'est produit ou pas, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il réponde à ma question et j'étais assez content de pouvoir lui poser. Vous étiez un peu comme un enfant à Disneyland, en fait. Un peu, ouais, un peu. Alors, je déteste le star system et je trouve qu'il faut absolument pas mettre les gens qui ont réussi et qui ont eu du succès sur un piédestal. Donc, c'est pour ça que j'étais content de pouvoir discuter avec lui plutôt que... Enfin, je l'ai pas fait en mode fanboy parce que je trouve que c'est dangereux. La fanboyisation, je trouvais très dangereuse parce que c'est une négation de soi, d'une certaine façon. En fait, on vaut tous autant que ces gens qui ont réussi ou qui ont du succès. On a juste tous nos compétences, des compétences que eux n'ont pas, et eux, ils ont des compétences que nous n'avons pas, et ça s'est goupillé différemment. On n'a pas eu les mêmes projets, les mêmes aspirations ou les mêmes réussites à un instant T, mais on ne vaut pas moins que ces gens-là. Et je trouve que c'est un message qui est important à porter. C'est vrai que c'est un très beau message. Tout le monde est égaux ici. Et je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui. Merci les filles. Bien, merci à vous d'avoir accepté de venir ici. Avec plaisir. C'était Nila Anaïs sur Radio Césaire, la radio même pour les têtes en l'air. À la prochaine!